Mesdames, Messieurs, bonjour. Lors des 2 cours précédents, nous nous sommes intéressés à la thérapie génique des surdité. Dans un premier cours, la thérapie de remplacement, la thérapie génique de remplacement, dont nous avons vu bien des progrès et en quelque sorte que nous sommes pratiquement à l'étape d'essais cliniques. Puis nous avons vu dans le 2e cours une thérapie génique complètement différente qui fait appel à l'édition du génome par le système CRISPR. Nous avons vu les efforts déployés dans beaucoup de laboratoires pour rendre cette technologie d'usage facile dans la cochlée. Il reste cependant bien des étapes à maîtriser pour songer à développer un essai thérapeutique. Le cours d'aujourd'hui porte sur la thérapie cellulaire des atteintes auditives. Alors, vous allez voir, nous entrons dans un domaine de complexité supérieure et ce que je vais vous présenter, c'est en fait les balbutiements de cette approche. Alors, pourquoi s'intéresser à la thérapie cellulaire ? Parce que dans bien des situations, les cellules sont tellement détruites que la thérapie génique ne trouvera pas les cibles cellulaires pour pouvoir exprimer le gène thérapeutique. Dans ces situations, il faut songer à la régénération et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le cours sera suivi du séminaire que donnera Tobias Moser, qui travaille à Göttingen, et où il présentera les efforts qu'il met en œuvre pour générer un type d'implant cochléaire non pas fondé sur la stimulation électrique comme les implants cochléaires actuels, mais fondé sur une stimulation optique. Alors, régénération des cellules sensorielles, comme je vous le disais, elle est nécessaire dans des cas, par exemple, de traumatisme sonore majeur où les cellules sensorielles vont être très endommagées. On pense aussi qu'elle devrait être utile dans les formes de surdité liées au vieillissement où les cellules sensorielles sont aussi la cible de l'atteinte. J'ajouterai que récemment, il a été montré que les neurones auditifs sont également la cible de l'atteinte. Ceci motive donc les efforts pour obtenir des thérapies régénératives de la cochlée. Alors, qui dit thérapie régénérative suppose qu'il existe des cellules souches dans la cochlée. Or, pour souligner la jeunesse de ce champ, j'aimerais mentionner un article dont le dernier auteur est Stefan Heller, publié en 2012 sous le titre « Des cellules souches dans la cochlée, un oxymore », c'est-à-dire chaud-froid, quelque chose complètement contrasté, quasiment d'incompatible. Et là, c'est 2012. Donc, aujourd'hui, la possibilité de faire progresser ce champ repose donc sur 1. La recherche des cellules souches dans la cochlée, 2. L'étude de leur potentiel de régénération, 3. Le déchiffrage des voies de signalisation qui conduisent à la formation des cellules sensorielles durant le développement de la cochlée. Et 3e champ, c'est la découverte d'un gène majeur qui régule la différenciation des cellules sensorielles et dont je parlerai assez largement, le gène ATO1, aussi appelé MAT1. Alors, vous allez voir dans la chronologie des événements un premier article qui, en 2006,
marque en quelque sorte le début de cette recherche. Puis, aucun article dans les, disons, rien en tout cas dans ce qui suit, qui en quelque sorte donne des éléments au niveau fondamental qui permet de faire avancer cette recherche. Puis, donc progressivement, s'installe l'idée qu'avec deux gènes majeurs, le gène ATO1 que je viens d'évoquer et le contrôle de la signalisation Notch dont je parlerai, on est en mesure de faire progresser certaines cellules de soutien dont nous verrons qu'elles sont des cellules souches vers la voie de la différenciation des cellules sensorielles. Et donc, si en 2012, Stéphane Heller parle d'oxymore à propos de cellules souches dans la cochlée, c'est parce qu'à ce moment-là, les interrogations vont encore bon train sur l'existence même des cellules souches, et ceci se prolonge jusqu'à très récemment, avec l'interrogation suivante: si l'on est capable de faire entrer dans le cycle cellulaire ces cellules de soutien et de les différencier en cellules sensorielles, à partir de cochlées prélevées à un stade néonatal, ou en tout cas traitées à un stade néonatal, qu'en est-il de la possibilité d'étendre cette rediférenciation, cette conversion phénotypique à l'âge où elle nous intéresse, c'est-à-dire à l'âge adulte? Alors, donc, le premier article que je souhaite mentionner est un article de Neil Seguil qui s'intéresse au développement précoce de la cochlée, l'organe sensoriel des mammifères. Et il va montrer qu'il existe dans la cochlée des cellules de soutien qui peuvent se différencier, qui peuvent se diviser et qui peuvent, il emploie alors le mot se transdifférencier. On parle aussi de conversion phénotypique en cellules sensorielles. Alors, on est surpris parce que cet article-là, en réalité, donc, est la pierre angulaire de ce qui va suivre et fait écho à ce qui était observé dans d'autres espèces. Pourquoi? On accepte, et beaucoup de données étayent cette assertion, que les cellules sensorielles de la cochlée, c'est-à-dire de l'organe sensoriel des mammifères, sont incapables de se renouveler, contrairement aux cellules de l'organe sensoriel, aux cellules sensorielles de l'organe auditif d'oiseaux ou de poissons-zèbres. Or, on sait que dans ces deux organismes, les cellules sensorielles peuvent, dans certaines conditions, soit spontanément, soit après un traumatisme sonore, être renouvelées, et elles le sont à partir de la transdifférenciation des cellules de soutien. Donc, avec ce qui va être montré par Neil Seguil, on entrevoit que ceci pourrait être vrai aussi dans la cochlée, puisque des cellules de soutien pourraient se diviser et se différencier en cellules sensorielles. Alors, vous voyez ici, à droite, des sections d'une cochlée embryonnaire au stade embryonnaire de souris, où vous voyez l'expression de P27. Alors, P27 est un inhibiteur de kinases qui sont indispensables au cycle cellulaire. Par conséquent, quand P27 est exprimé,
on va inhiber le cycle cellulaire. Quand P27 n'est pas exprimé, on va réamorcer le cycle cellulaire. Or, P27, vous le voyez ici, est principalement exprimé dans les cellules de soutien de la cochlée. Vous voyez que ce ne sont pas les mêmes cellules que les cellules sensorielles qui expriment ici la myosine 6. Donc, cellules de soutien qui, pour certaines, expriment également le marqueur S100A. L'expérience va consister à purifier ces cellules de soutien qui expriment P27 grâce à des souris transgéniques dans lesquelles l'expression de P27 est associée à celle d'un marqueur qui sert en quelque sorte de rapporteur, la protéine fluorescente GFP. Vous voyez ensuite ces cellules ici fluorescentes qui ont été purifiées, qui expriment bien le marqueur S100 pour la plupart, et ici le marquage des noyaux. Celles qui n'ont pas été purifiées par donc, le processus qui vise à isoler les cellules qui expriment P27, elles n'expriment pas P27, elles n'expriment pas non plus le marqueur S100. Le profil d'expression des gènes des cellules qui expriment P27 et qui ne l'expriment pas a été ici comparé. On retiendra l'absence d'expression dans ces cellules de MAT1 qui est l'équivalent d'ATO1, l'absence d'expression de ce marqueur de différenciation des cellules sensorielles POU4F3 et la très forte expression de ce facteur de transcription HES5 dont on sait qu'il contrôle l'expression d'ATO1. Alors maintenant, ces cellules purifiées vont être mises en culture. Alors, elles vont être mises en culture et on va regarder si elles se divisent et parmi celles qui se divisent, si elles expriment ou non P27. Que voit-on? Les cellules qui se divisent n'expriment pas P27, comme on s'en doute. Et parmi ces cellules, certaines cellules qui sont ici en division expriment la myosine 6. Par conséquent, on a ici affaire à des cellules de soutien qui, mises en culture dans certaines conditions, sans exprimer ou en exprimant en réalité, en étant ou non marquées par le BUDR, peuvent exprimer un marqueur de différenciation des cellules sensorielles. Un pas de plus dans l'identification des cellules qui sont capables de se diviser et de générer de nouvelles cellules sensorielles. Ce sont maintenant les cellules qui expriment la protéine 75 NGFR1 qui vont être purifiées et mises en culture. Que voit-on? On voit que dans ces conditions, mises en culture au bout de 6 jours, certaines de ces cellules expriment le marqueur MAT1 qui est l'équivalent d'ATO1. Et donc, on peut en conclure, comme le montre ce graphe, que ce sont bien les cellules qui expriment P75 qui vont être capables de se convertir en cellules de type sensoriel exprimant MAT1. Alors, les expériences suivantes vont montrer que, de fait, ces cellules P27 qui expriment P27
que ces cellules sensorielles se différencient en cellules sensorielles. Alors donc, nous avons identifié, grâce à ces travaux, il a été identifié une population cellulaire de cellules souches, une population cellulaire de cellules de soutien qui peut se différencier en cellules sensorielles. Nous passons maintenant à un résultat obtenu seulement. On était tout à l'heure en 2006 et nous passons maintenant en 2012. Nous sommes donc 6 ans plus tard et c'est seulement à ce moment-là que la présence de véritables cellules souches dans la cochlée va être mise en évidence, cellules qui sont des cellules progénitrices des cellules sensorielles. Alors, ce qui va être observé est la chose suivante. Voici ici un schéma de la cochlée pour placer les cellules sensorielles, la cellule ciliée interne, véritable cellule sensorielle auditive, les cellules ciliées externes, nous sommes donc au niveau ici de l'organe de Corti, et les cellules de soutien, en particulier la cellule bordante interne, la cellule phalangeale interne, le pilier interne et le pilier externe, les cellules de Deters et plus loin les cellules de Hansen. Ce que vont faire ces chercheurs, c'est tout d'abord de rechercher s'il existe dans la cochlée en développement des marqueurs de cellules souches. Alors, marqueurs de cellules souches, ils vont en trouver un, c'est le marqueur LGR5. Alors, vous voyez ici ce marqueur exprimé dans certaines cellules de support. Les cellules que nous avons vues tout à l'heure, les cellules border, les cellules phalangées internes, nous avons ici une cellule pilier et ici une cellule de Hansen. On passe au jour 60, on est donc à 2 mois après la naissance, et là, il ne reste plus guère qu'une expression légère de ce marqueur de cellules souches dans les cellules piliers et dans les cellules de Hansen. Ces cellules n'expriment pas, bien sûr, la myosine θ. En revanche, ici, vous voyez un marqueur de la région prosensorielle qui est un facteur de transcription, le facteur SOX2, qui s'exprime dans toutes les cellules de soutien, et l'on voit par superposition des images que c'est bien une sous-fraction des cellules qui expriment SOX2 qui exprime ce marqueur des cellules souches, le marqueur LGR5. Il s'agit d'un travail qui est réalisé par Alfred Edge, et donc ceci va constituer la première évidence, le premier élément indiquant qu'il existe bien des cellules embryonnaires, des cellules souches dans la cochlée. Alors, voyons quelle est l'origine de ces cellules souches. Pour ce faire, et nous verrons tout au long de l'exposé, on utilise des souris transgéniques dans lesquelles un gène rapporteur est exprimé sous le contrôle d'un promoteur d'un gène qui nous intéresse puisqu'il identifie une sous-population cellulaire. Ici vont être purifiées à droite les cellules de soutien qui expriment le marqueur SOX2
et ici celle qui exprime le marqueur LGR5. On voit que dans l'un et l'autre cas, mais de façon beaucoup plus modeste comme le montre le graphique, après culture in vitro, on obtient un certain nombre de cellules qui sont capables d'exprimer un marqueur de différenciation des cellules sensorielles, ici la myosine 7A. Le résultat est infiniment plus spectaculaire lorsque la population de départ est une population purifiée qui exprime donc ce marqueur des cellules souches. Alors, l'étape d'après va consister à tester in vitro la capacité de ces deux types de populations à former ce que l'on appelle des sphères. Ceci est la marque des cellules souches. Elles sont capables de former des sphères au sein desquelles des cellules vont se différencier. On voit que l'une et l'autre population, la population qui exprime SOX2 ici et la population qui exprime LGR5, sont l'une et l'autre capables de former des sphères, sphères dans lesquelles la myosine 7A va être exprimée. Alors, ces cellules donc in vitro sont capables de former des sphères, ces sphères qui signent donc l'existence de cellules souches parmi la population qui exprime SOX2, parmi la population, la sous-population de cette population qui exprime LGR5. Alors ici, la question qui est maintenant posée est la suivante. Est-ce que ceci peut survenir in vivo? Et les expériences utilisant différents marqueurs vont montrer que tel est le cas. On va utiliser des moyens pour marquer les cellules LGR5 positives. On dispose de toute une batterie d'animaux recombinants dans lesquels un promoteur dirige l'expression d'une recombinase qui ne va être efficace que si on injecte le tamoxifène. Donc ces souris, lorsqu'on injecte le tamoxifène, vont exprimer une recombinase qui va venir cliver, en quelque sorte activer ou inhiber, selon la place des sites qui vont être clivés, un autre gène fournissant soit une inactivation de ce gène ou au contraire, à volonté, l'expression d'un gène, en particulier d'un marqueur. Et c'est ce qui est observé ici en utilisant des souris qui expriment la cré-recombinase sous le promoteur de LGR5, on parvient à marquer ces cellules par un marqueur très utilisé en embryologie, qui est le marqueur DT tomato en anglais, en rouge. Et on va voir que ces cellules, donc, qui sont maintenant marquées en rouge, vont pouvoir être converties en cellules qui expriment des marqueurs de cellules sensorielles. Alors, un élément supplémentaire, ces cellules LGR5, donc précurseurs des cellules sensorielles en première approximation, avec ce que l'on a vu in vivo et in vitro, comment sont-elles elles-mêmes stimulées? Les expériences reprenant les expériences de neurosphères et en purifiant les cellules positives, ici en noir, ou négatives pour LGR5, vont permettre de montrer que ces cellules
sont dépendantes dans leur activation de la voie Wnt. C'est une voie très classique de différenciation qui fait intervenir la bêta-caténine. Alors, je vous ai parlé en introduction d'un gène, ce que l'on appelle un master gene en anglais, qui était connu depuis longtemps chez la drosophile et qui va prendre une importance considérable dans le champ de la régénération des cellules sensorielles auditives. Alors, il s'agit d'un facteur de transcription, hélice double hélice proneurale, dont il a été montré l'importance chez la drosophile pour spécifier des territoires neuronaux. Vont entrer aussi en jeu, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, la signalisation qui conduit à l'inhibition latérale, la signalisation notch. Cet article, que je vais maintenant brièvement commenter, a été publié en 1999 dans la revue Science, et c'est un travail d'Uda Zogby. Alors, le gène dont nous allons parler était autrefois appelé MAT1 et maintenant est appelé plus volontiers ATO1. Vous voyez ici l'expression de ce facteur de transcription grâce à un gène rapporteur, ici en bleu, dans toutes les cellules sensorielles de l'oreille interne. Qu'il s'agisse de la cochlée, qu'il s'agisse du vestibule, au niveau des 3 ampoules, de l'utricule ou du sacule. Que se passe-t-il lorsque ce gène est inactivé? À gauche, la cochlée et certains épithéliums vestibulaires, ampulaires et saculaires, chez des animaux normaux, à droite, chez des animaux dont le gène a été inactivé. Il y a disparition totale de la touffe ciliaire, disparition ou plutôt elle ne s'est pas formée, même chose au niveau du vestibule. Maintenant, la microscopie électronique permet de documenter davantage ce point. Vous voyez ici au niveau de la cochlée, à nouveau à gauche les animaux contrôle, à droite les animaux mutants. Il y a une absence totale de cellules sensorielles lorsque le gène ATO1 n'est pas exprimé ou est inactivé. Au niveau de l'ampoule, ici, d'une des ampoules, vous voyez l'effet est tout à fait spectaculaire. Ici, la couche des cellules sensorielles. Dessous, la couche des cellules de soutien. Il n'y a aucune cellule sensorielle, mais les cellules de soutien sont bien là. Ici, la même chose, simplement l'étude est davantage concentrée sur les cellules sensorielles d'animaux sauvages, d'animaux qui n'expriment pas ATO1 ou MAT1, et vous voyez ici les cellules sensorielles qui ont totalement disparu, et même chose ici. Alors, nous allons maintenant nous intéresser, aller un tout petit peu plus loin et regarder qu'en est-il à un stade mature, c'est-à-dire si on s'intéresse cette fois-ci à l'expression de quelques marqueurs des cellules sensorielles. Ici, ce sont les marqueurs myosine 6 et les marqueurs calrétinine qui sont suivis. Eh bien, comme on s'y attend, avec la perte des cellules sensorielles, il y a disparition de ces deux types de marquage. Donc, on est là dans une situation qui montre que le gène ATO1 est
absolument indispensable à la différenciation des cellules sensorielles. Alors, c'est intéressant de regarder la conclusion de cet article d'Ouda Zogby qui dit « Puisque chez la drosophile, quand on fait exprimer de façon ectopique ATO1, on a une différenciation de certains épithéliums dans le sens neuronal. Alors, pourquoi pas essayer, dans le contexte de la cochlée, d'essayer, en quelque sorte, dans une cochlée atteinte, de faire différencier des cellules de soutien en cellules sensorielles. C'est ce qui va être publié en 2005, donc nous sommes là à nouveau 6 ans plus tard, par cette équipe de Joachim Raphael, qui va montrer, dans un essai de thérapie génique très rudimentaire, que l'on peut en partie remplacer les cellules sensorielles et obtenir une récupération partielle de l'audition chez des souris qui ont été rendues sourdes grâce au transfert, ou plutôt à la transduction par un vecteur qui exprime ATO1. Alors, ce vecteur, quel est-il? Ce vecteur, c'est un vecteur de type AAV qui exprime sous le promoteur du cytomégalovirus ATO1 et en même temps, sous un autre promoteur, un promoteur tout aussi classique, le promoteur de l'alpha-actine de poulet, la GFP. Donc, on va pouvoir suivre la transduction des cellules qui deviennent vertes. Alors, ici, donc, il va être procédé à la destruction des cellules sensorielles, destruction par traitement par un agent antibiotique, la néomycine. Vous voyez ici, sur cet épithélium sensoriel à peine reconnaissable, la disparition des cellules sensorielles. Ici, en D, la disparition de beaucoup de cellules, les noyaux ont disparu. Nous sommes chez les animaux donc, qui ont été soumis à la destruction de l'épithélium cochléaire par cet antibiotique, et en comparaison, ici, un épithélium normal. On va suivre l'expression de la GFP. La GFP, qui accompagne donc l'expression d'ATO, se retrouve ici principalement dans les cellules de soutien. Et qu'observe-t-on? Eh bien, nous observons ici un embryon d'expression, donc on voit toujours ATO1, mais ici d'une expression de la myosine 7A. Le point va être creusé par une analyse morphologique. Analyse morphologique qui, partout en A, B et C, est celle de la cochlée. Les deux cochlées ont été traumatisées. En A, B et C, elles ont reçu ATO1 vectorisé. On voit la présence de certaines touffes ciliaires, aussi bien au niveau des cellules ciliées externes et plus modestement des internes. Le contrôle, c'est donc l'oreille contralatérale qui n'a pas été traitée. C'est un véritable désert. La touffe ciliaire, la structure de réception du son, est bien absente. L'examen des touffes ciliaires, dont on peut penser en première approximation
puisqu'elles sont ici issues des oreilles qui ont été traitées, qu'elles sont bien le fait de la restauration par l'effet de Atto1. Ici, elles présentent un aspect qui évoque une touffe ciliaire normale. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'expression d'Atto1 et on va voir qu'Atto1 est bien exprimé 2 mois plus tard dans des cellules qui expriment la myosine 7A, et ce sont des cellules de soutien. La touffe ciliaire, je vous en ai montré tout à l'heure une version un peu optimiste, un examen sans doute plus fin, aboutit tout de même à la conclusion que la restauration de la touffe ciliaire, ici, les touffes sont présentées avec les couleurs, les différentes couleurs, est loin d'être tout à fait normale. Le point majeur est le suivant. Existe-t-il une restauration de la fonction auditive après avoir transféré donc dans cette cochlée endommagée le gène Atto1 dont je vous ai dit qu'il s'agit d'un gène majeur pour faire différencier les cellules sensorielles. Alors en A et en C, l'oreille traitée. Ici, il s'agit des potentiels évoqués auditifs. En B, et cette fois-ci dans la partie droite de ce diagramme en C, les oreilles non traitées. Le seuil auditif, eh bien, vous voyez qu'après traitement, le seuil auditif chez 4 animaux tend à s'abaisser. Si les animaux n'ont pas reçu Atto1, le seuil auditif reste extrêmement élevé. Les potentiels auditifs plaident pour une restauration également en l'absence de transfert d'Atto1, en présence de transfert d'Atto1. Alors, transfert d'Atto1, pardon. Alors maintenant que nous avons vu l'effet d'Atto1, je vais me concentrer sur un autre aspect, c'est l'entrée dans ce domaine de régénération de la signalisation Notch. Alors, qu'est-ce qu'est cette signalisation Notch? Quand 2 cellules à un stade embryonnaire se parlent, l'une va se différencier dans un type cellulaire et l'autre dans l'autre. C'est ce que l'on appelle le phénomène d'inhibition latérale. Alors, et ce phénomène est médié par Notch. C'est un mécanisme de signalisation extrêmement ancien et, comme je vous le disais, il soutient la spécification du destin cellulaire des cellules qui sont en contact. Fondé sur la mosaïque d'alternance des cellules sensorielles et des cellules de soutien dans la cochlée des vertébrés, Julian Lewis, dès 1991, avait pensé et proposé que cette alternance des 2 types cellulaires pouvait relever de la signalisation Notch. Depuis, nous allons le voir, ce point a été largement établi. Voici ici présentée la cellule sensorielle et 2 cellules de soutien qui la jouxtent. Dans cette cellule sensorielle, nous avons vu que la différenciation repose sur l'expression du gène Atto1. Cette cellule sensorielle n'exprime pas Notch, qui est un récepteur, mais elle exprime son ligand, ou plutôt ses ligands. Nous en verrons plusieurs, JAG, delta, CERAT. Elle exprime ce ligand et nous allons voir
que c'est bien la reconnaissance entre Notch et ses ligands qui va déterminer la spécification de la cellule sensorielle et de la cellule de soutien. Notch est une molécule transmembranaire qui a été étudiée dans des détails absolument incommensuraux, parce qu'elle intervient dans tout un tas de phénomènes, y compris dans la cancérogénèse. Lorsque Notch va être activé, c'est-à-dire par reconnaissance de son récepteur, va intervenir un double clivage. Un clivage qui se situe au niveau extracellulaire et deux clivages qui se situent dans la région intracytoplasmique. Celui qui est important est le clivage qui va libérer un peptide que l'on appelle N parce qu'il est situé dans la région terminale, et peptide c'est lui qui va médier la signalisation Notch. En effet, il entre dans les cellules et là, ce clivage, qui est obtenu par une enzyme qui s'appelle la gamma-sécrétase, libère donc l'extrémité de Notch, et cette extrémité va gagner le noyau où elle va se lier à un coactivateur appelé RBP-JK. Et de cette liaison, il s'ensuit une activation de deux autres facteurs de transcription, les facteurs HES et HEY. Est-ce que vous voyez ici? Bon, c'est fort dommage. Alors, ces facteurs, vous les voyez pas, mais ils sont... Bon, ce sont les facteurs que vous voyez ici indiqués par ce pentamère en noir et blanc. Ces facteurs vont alors empêcher ATO1 de s'exprimer. En conséquence, vous avez donc deux destins différents grâce à la signalisation Notch. La cellule sensorielle qui exprime les ligands et donc n'exprimant pas Notch, ATO1 va s'exprimer. La cellule de soutien qui exprime le récepteur Notch, qui va activer un autre facteur de transcription qui, lui, va inhiber l'expression d'ATO1. Alors, que se passe-t-il dans un cas de traumatisme sonore? Est-ce que Notch est impliqué dans une régénération? Est-ce qu'on peut obtenir, en inhibant Notch, obtenir que des cellules de soutien se convertissent en cellules sensorielles? Alors, dans un premier temps, l'expérience a été faite en recherchant un inhibiteur de la sécrétase gamma. Si on inhibe la sécrétase gamma, vous anticipez ce qui se passe. Il n'y a pas d'expression des facteurs de transcription HES dont je parlais tout à l'heure, et du coup, ATO1 va s'exprimer. Et c'est en utilisant ce test qu'un des inhibiteurs les plus puissants est d'abord isolé. Puis ensuite de ça, on va traiter des explants d'organes de Corti avec cet inhibiteur de Notch. Et on va regarder quel est alors le destin des cellules de soutien, ici en bleu,
et des cellules sensorielles ici en vert. Eh bien, vous le voyez, lorsque l'on traite, et c'est quantifié dessous, lorsque l'on traite un explant de Cochlée par cet inhibiteur de la sécrétase gamma, vous allez avoir une augmentation du nombre des cellules sensorielles et une baisse des cellules de soutien. Alors, ci-dessous, la quantification de cet effet. La quantification, je vais quand même essayer d'agrandir un peu ça. Excusez-moi, parce que je me rends compte que les modifications n'ont pas toutes été maintenues. Je suis absolument désolée. Voilà. Alors, la quantification, elle est exprimée, elle est regardée dans les cellules. C'est le nombre de cellules qui est suivi, cellules ciliées internes, cellules ciliées externes, cellules de support. À l'apex, la région moyenne et la base de la cochlée. Tout d'abord, le nombre des cellules de soutien chez un animal normal, sans traitement, qui n'a reçu aucun traitement, et un animal qui a reçu un traitement par l'inhibiteur de la gamma-sécrétase, en blanc. Puis on passe à des animaux dans lesquels les cellules sensorielles ont été détruites. On peut de fait exprimer une enzyme qui conduit à la mort des cellules exclusivement dans les cellules sensorielles. Et dans ces conditions, on va regarder que sont ces cellules en nombre lorsque donc les cellules sensorielles ont été en partie détruites et lorsque ces mêmes animaux ont reçu l'inhibiteur de la gamma-sécrétase. Alors, vous le voyez ici, il n'y a de modification que sur deux types cellulaires, quelles que soient les conditions, les cellules ciliées externes et les cellules de soutien. Chez les animaux normaux, on va avoir une augmentation, certes modeste, mais du nombre des cellules ciliées externes et une baisse, certes modeste, des cellules de soutien. Ici, c'est la même chose partout au niveau en particulier des régions de la cochlée jusqu'à la base qui ne subit pas de modification. Maintenant, les cellules sensorielles ont été détruites. Ici, donc en rouge, elles ont été détruites, oui, en rouge, et ensuite non traitées. Et ensuite de ça, les animaux ont été traités. On observe, mais ceci est plus net dans cette région, suite au traitement, une augmentation du nombre des cellules sensorielles et en parallèle une diminution des cellules de soutien. Donc, tout ça plaide en faveur de l'idée que la signalisation Notch vient inhiber la conversion des cellules de soutien, dont je vous rappelle qu'elles comportent certaines cellules pluripotentes, en cellules, en tout cas multipotentes, en cellules sensorielles. Alors, ceci est matérialisé par l'expression de deux facteurs de transcription, HES5 et ATO1. À gauche, dans des conditions chez une souris normale en rouge, là il s'agit d'une souris qui n'a pas été traitée et à côté qui a été traitée, on voit que, en ce qui concerne après traitement avec l'inhibiteur, on obtient une augmentation de l'expression
du facteur de transcription HES et le corollaire attendu, une augmentation de l'expression de MAT1. Alors, les auteurs vont aller un peu plus loin et ils vont s'intéresser à la condition de traumatisme sonore. Et ce qu'ils vont faire, chez ces souris SOX2, ils vont les traiter en parallèle du traumatisme sonore avec l'inhibiteur de la voix notch. Brièvement, le résultat obtenu sera lui aussi concluant. Certaines cellules sensorielles vont devenir certaines cellules de support vont devenir des cellules sensorielles. Alors, qu'en est-il, in fine, de la fonction auditive chez ces animaux qui ont maintenant subi une perte de leurs cellules sensorielles et qui sont traités par l'inhibiteur de la voix notch? Alors, on voit que le résultat, il y a certes une baisse du seuil auditif, mais le résultat reste relativement modeste. Donc, nous avons mis en place le rôle de P27 pour permettre, lorsqu'il est inhibé, de relancer le cycle cellulaire dans les cellules de soutien. Nous avons vu le rôle d'ATO1 pour permettre à ces cellules de soutien d'exprimer maintenant, de se reconvertir, de se convertir en cellules sensorielles. Et nous avons vu le rôle de la voix notch pour favoriser cette conversion. Les résultats sont malgré tout assez modestes, comme je vous le disais, et ils sont modestes et surtout s'ouvre une polémique autour du fait que ces résultats ne pourraient être obtenus qu'en traitant des souris en période néonatale. C'est-à-dire, traduisez, ce sont ces cellules pluripotentes ou multipotentes qui, exprimant LGR5, seraient capables, et essentiellement durant la période qui est encore une période de développement de la cochlée, juste après la naissance, de subir une conversion en présence d'ATO1, de subir une conversion en cellules sensorielles. Alors, un article publié l'année passée va montrer que ce verrou, ou en tout cas les questions autour du fait que seules les cellules cochléaires issues d'animaux très jeunes pourraient subir une conversion, ce travail va montrer que la conversion, elle est possible aussi à l'âge adulte. Et ce qui est intéressant, c'est que du même coup, elle va clarifier les contradictions qui existaient jusqu'à présent dans la littérature, puisque s'il y avait unanimité pour dire que sur des cochlées jeunes, en levant le blocage du cycle cellulaire et en ajoutant ATO1, on pouvait obtenir des cellules sensorielles, les résultats sur la cochlée adulte étaient extrêmement variables d'un animal à l'autre. Or, la question est critique. Pourquoi ? Elle est critique puisque l'objectif, je vous le disais en introduction, c'est de faire régénérer ces cellules de soutien à l'âge adulte. Traumatisme, conditions de traumatisme et vieillissement. Il y a plus. L'engouement pour les effets d'ATO1 a été tel qu'un essai thérapeutique a été autorisé directement chez les patients. Cet essai est mené depuis plusieurs années
et les résultats en seront communiqués dans quelques mois. Alors, j'en viens maintenant à ce manuscrit, dont je vous dis tout de suite qu'il va mettre en perspective une situation plus complexe à l'âge adulte que durant le développement de la cochlée, où nous allons retrouver le rôle de P27 et la nécessité de son inhibition, le rôle d'ATO1, mais mettre en place également le rôle de deux autres facteurs de transcription, le facteur GATA3 et le facteur POU4F3. Alors, les expériences qui vont être conduites sont les suivantes. Il s'agit, dans un premier temps, de générer des animaux dans lesquels le facteur de transcription ATO1 est conjugué à une étiquette, une hémagglutinine que l'on peut révéler aisément par un anticorps. Ensuite, l'objectif va être d'inhiber P27, puis d'inhiber ATO1, puis d'inhiber les deux et de regarder le destin des différentes cellules. Alors, c'est ce qu'on va appeler la manipulation simple de P27 ou d'ATO1 ou la co-manipulation. À l'âge adulte, les cellules dont on va voir qu'elles peuvent se transdifférencier sont les piliers et les cellules de Déters. Or, bonne fortune, elles expriment un récepteur du FGF, le FGFR3, dont le promoteur va pouvoir diriger l'expression d'une recombinase sensible au tamoxifène, et lorsque ces animaux vont être croisés avec des souris dont les gènes portent des sites de reconnaissance pour cette recombinase, on va pouvoir soit marquer ces cellules, comme je vous l'avais montré tout à l'heure avec la ditomato, soit inhiber, soit activer tout gène d'intérêt. Alors, les expériences vont tenter ici, dans un premier temps, de regarder comment s'expriment les marqueurs des cellules sensorielles POU4F3, myosine θ, parvalbumine et calbindine, ici au jour 30 dans la cochlée. On voit qu'à l'état normal, donc dans cette cochlée, les ATO1, donc qui s'expriment dans les cellules de soutien, n'est jamais colocalisé avec ces marqueurs de différenciation. À droite, on va passer à des souris non plus normales, mais des souris dans lesquelles sont, d'une part, pour ces souris CAP17, inactivé le gène qui code pour P27, la protéine P27 inhibitrice du cycle cellulaire. Donc, cet inhibiteur va être délété. Et également, ATO1, lui, est hyper-exprimé dans les cellules d'intérêt. Que voit-on dans ces souris donc double manipulées pour ATO1? Pour exprimer ATO1 dans ces cellules en quelque sorte progénitrices et pour avoir une inhibition de l'expression de P27. Et bien, contrairement à ce que nous avons vu, dans cette situation, on observe des cellules qui expriment ATO1, les cellules sont marquées par l'étiquette HA, et ces cellules expriment également la myosine θ
et donc elles expriment la myosine 6, la parvalbumine et la calbindine. Donc, dans des conditions qui reproduisent ce que les expériences précédentes laissaient entendre, c'est-à-dire qu'il fallait inhiber la P27 pour que les cellules de soutien rentrent dans le cycle et avoir l'expression d'ATO1, oui, in vivo, on obtient bien cette conversion. Elle est modeste, mais un certain nombre de cellules dérivées des cellules de soutien deviennent des cellules de type sensoriel. Alors, ceci est quantifié avec l'expression ici de différents marqueurs, myosine 6 ici que vous voyez, parvalbumine et calbindine, dans des animaux donc, pour lesquels on a modifié à la fois ATO1 et la P27, expression majeure. Si seul ATO1 a été modifié, le résultat est tout à fait marginal, et alors le résultat est bien marqué pour la myosine 6, il l'est beaucoup moins pour la parvalbumine et la calbindine. Alors maintenant, nous étions jusque-là dans des conditions d'in vitro, nous allons passer et pour certaines in vivo aussi, nous allons passer à une analyse un peu plus détaillée in vivo. Alors, il s'agit ici donc de regarder ce qui se passe chez ces animaux donc, qui ont le double phénotype dont je vous ai parlé, double modification génique, au niveau d'ATO1 et au niveau de la P27. Qu'en est-il des cellules sensorielles? Alors, on voit apparaître à la surface de l'épithélium dans ces conditions, ici, des cellules qui portent ce que les auteurs appellent une touffe ciliaire, qui est loin d'être une touffe ciliaire complètement organisée et qui a souvent deux kinociliums, deux cils. Vous voyez aussi, à l'inverse, des cellules qui sont en réalité des cellules qui s'engagent dans la mort cellulaire. La caractérisation fine montre que, dans ces conditions, on obtient bien des cellules qui vont exprimer la myosine 7A, qui exprime le facteur de transcription ATO1, et si on s'intéresse à leur innervation, on va voir effectivement une certaine innervation de ces cellules se mettre en place. Innervation simplement en marquant des axones par la tubuline ou d'autres marqueurs comme les neurofilaments, ceci reste relativement superficiel. On ne peut pas conclure de cela que l'on a affaire à une synapse qui s'est formée et encore moins une synapse fonctionnelle. Mais tout de même, ces cellules sensorielles, nouvellement formées, je vais dire de type sensoriel, sont capables d'attirer les axones de certains neurones. Alors, nous allons maintenant passer à d'autres expériences qui vont essayer de comprendre comment a pu s'opérer cette transformation des cellules de soutien qui deviennent des cellules sensorielles, ici indiquées DC puisqu'il s'agit des cellules de déterse et des cellules phalangeales. Alors, on sait, la première question qui va être posée et qui n'est pas illustrée est la suivante. Est-ce que P21 a agi dans ce processus par son inhibition, c'est-à-dire en déclenchant une prolifération de ces cellules, progénitrices? La question va être examinée de la façon suivante. Cette fois-ci, plutôt que d'inhiber AT1, plutôt que d'inhiber P27, on va inhiber les cibles de P27, qui sont les protéines, les facteurs de transcription RB pour rétinoblastome, qui induisent la prolifération des cellules sous l'effet de la levée de l'inhibition par P21.
eh bien, dans ces conditions, on ne reproduit pas le phénomène que je viens d'illustrer tout à l'heure, c'est-à-dire où un taux extrêmement faible, la transformation des cellules de soutien en cellules sensorielles. Alors, pourquoi, si P27 n'a pas agi via son contrôle du cycle cellulaire, comment a-t-il agi? On sait que que ATO1 a pour, ou plutôt dialogue, ou a comme coactivateur GAT3, qui est un autre facteur de transcription. Et l'idée va être de rechercher si ce n'est pas l'expression de GAT3 qui aurait pu être induite par l'inhibition de P27. En d'autres termes, P27 n'aurait pas agi par l'effet de prolifération, mais par un effet d'activation transcriptionnelle. Et c'est ce qui, de fait, va être observé. On observe une expression importante de GATA3 dans ces cellules, les cellules de déterse et les cellules phalangéales, à un stade précoce. À un stade tardif, l'expression est plus faible. Que devient cette expression si on inhibe P27? Eh bien, on va voir que dans ces conditions, oui, il y a une expression qui devient beaucoup plus forte de GATA3, en particulier dans les cellules de déterse. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que l'on ait supprimé, quand on supprime P27, on a donc un effet majeur qui induit donc l'expression de GATA3 dans des cellules qui ne l'exprimaient pas à l'âge adulte, en particulier les cellules de déterse. Alors, voyons maintenant jusqu'où on peut avancer dans cette démonstration. On peut avancer pour la raison suivante. Je vous l'ai dit, à l'âge adulte, les cellules de déterse ici et les cellules de pilier n'expriment pas GATA3. Mais les cellules que vous voyez ici, les cellules phalangéales internes et les cellules border, expriment GATA3. Par conséquent, que se passe-t-il si on exprime ATO1 dans ces cellules? Tout d'abord, ces cellules vont être marquées par l'expression du marqueur de référence que vous voyez régulièrement, le marqueur d'Iti-Tomato en anglais, de la façon suivante. Toujours le même mode expérimental, on dispose d'un promoteur qui ne s'exprime que dans ces cellules, parce que le gène correspondant ne s'exprime que dans ces cellules, c'est-à-dire les cellules phalangées internes et les cellules bordantes. Ce gène est le gène GLAST. Il va conduire l'expression d'une recombinase CRE sensible au tamoxifène. Quand la CRE est active en présence de tamoxifène et dans les bonnes cellules, c'est-à-dire les cellules GLAST, elle va permettre l'expression du marqueur fluorescent rouge, que vous allez voir ici en rose. Que voit-on dans ces conditions? Eh bien, dans ces conditions, on va voir l'expression l'expression des cellules du marqueur rose ici, dans les cellules de soutien, les cellules donc, qui expriment, je vous l'ai dit tout à l'heure, GATA3. Or, si maintenant, dans ces mêmes cellules, on exprime ATO1,
eh bien, on va observer la conversion d'un certain nombre de cellules, ici marquées en rose, qui expriment maintenant la parvalbumine, la myosine θ et la calbindine. Par conséquent, dans des cellules qui expriment de façon endogénique GATA3, ces cellules que nous avons vues tout à l'heure, l'expression dirigée d'ATO1 entraîne bien la différenciation de ces cellules sur un mode de cellules sensorielles. Alors, ceci va être illustré encore un peu plus avec des expériences complémentaires, mais dont on peut dire qu'elles étayent la conclusion précédente, mais cette fois-ci, l'expérience va consister à exprimer GATA3 dans les cellules qui nous intéressent, à exprimer ATO1, c'est-à-dire les cellules de déterse et les piliers, qui sont, on le sait, des cellules souches, au moins au stade embryonnaire, et par cette double conversion, on va obtenir un certain nombre de cellules qui expriment les marqueurs des cellules sensorielles, en particulier ici, donc la myosine θ, la parvalbumine et la calbindine. Donc, au total, ce travail met en évidence deux choses. Premièrement, il met en lumière un rôle insoupçonné de cette protéine P27 qui se comporte comme un inhibiteur du cycle cellulaire. Elle n'a pas que ce rôle-là. Dans un mécanisme dont on ignore les détails, on sait aujourd'hui qu'elle permet l'expression de GATA3. Autre chose, nous avons vu que la combinaison de GATA3 et celle d'ATO1, et la combinaison a aussi été explorée d'ATO1 avec POU4F3, permet une conversion très importante des cellules de déterse et des piliers en cellules sensorielles. Alors, ceci est une avancée absolument majeure. Vous avez quand même vu la morphologie des cellules sensorielles. On n'est pas au bout du chemin. Mais deux éléments majeurs. Oui, il existe bien des cellules souches dans la cochlée. Oui, ces cellules souches, à l'âge adulte, elles peuvent être reprogrammées pour donner des cellules sensorielles. Le point est important, et c'est une chose particulièrement positive, que ce soit les cellules de déterse et les cellules piliers qui puissent être reconverties, parce que contrairement aux autres cellules dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles, bien sûr, elles n'ont pas une position idéale pour être stimulées par le son, mais tout de même, étant intercalées avec les cellules sensorielles, la touffe ciliaire, d'une façon ou d'une autre, devrait pouvoir être stimulée. Enfin, pourquoi est-ce que ce manuscrit est important? Eh bien, parce qu'il montre que les effets de l'expression d'ATO1 chez l'adulte, qui, d'un travail à l'autre, concluait que ATO1 n'a pas d'effet ou concluait au contraire qu'ATO1 a un effet, se trouve en partie expliqué par ces résultats. Puisqu'on en vient à penser que, à l'âge adulte, avec ATO1, il faut un autre facteur ou peut-être deux autres facteurs de transcription pour obtenir cette transdifférenciation. Et quelque part, on se retrouve dans un schéma extrêmement classique de régénération des tissus, dans lesquels il n'y a jamais la clé, mais des complexes moléculaires, des cascades qui doivent être mis en œuvre à l'âge adulte pour obtenir des régénérations tissulaires.
Alors, donc c'est important puisque, en réalité, on s'achemine vers une compréhension de ce qui paraissait être, après tout, certains papiers n'étaient plus cités, considérés comme pas valides. Probablement tous ces papiers, l'ensemble des papiers étaient valides, mais ce qui manquait, c'est le travail fin qui en définit le mécanisme sous-jacent et qui permet de comprendre pourquoi certains résultats étaient incohérents. Alors tout cela est parfait, pas mal en tout cas, prometteur, on est chez la souris. Il reste bien sûr à voir dans quel état est la cochlée adulte chez l'homme. Cochlée adulte, même cochlée adulte normale. Quels sont les facteurs qui sont exprimés? Quels sont ceux que l'on pourra faire réexprimer pour obtenir une différenciation des cellules souches en cellules sensorielles? Alors, je pense que je vais m'arrêter là, vous remercier de votre attention et vous dire que l'année prochaine, nous irons vers un sujet totalement différent, pas moléculaire du tout. Le titre du cours de l'an prochain est « Entendre sans comprendre ». Vaste sujet. Puisqu'on a encore une petite minute, j'aimerais quand même, peut-être un peu pour les spécialistes, dire un peu ce qu'il en est au niveau du vestibule, l'autre organe sensoriel. La situation est loin d'être la même. Pourquoi? Parce qu'on peut, en utilisant certains facteurs, déjà spontanément, certaines cellules de soutien peuvent se différencier en cellules sensorielles, mais pour faire bref, cette conversion n'est possible que sur un type cellulaire, les cellules sensorielles de type 2 dans le vestibule. Mais ceci peut être obtenu suite à un traumatisme sonore, par exemple, ou l'usage d'antibiotiques, donc dans des conditions beaucoup plus simples. Donc, restaurer la fonction vestibulaire via la thérapie cellulaire n'est pas un enjeu difficile, en quelque sorte. C'est un objectif qui devrait être atteint facilement. Reste que, en perspective, nous n'avons que la régénération des cellules de type 2 et qu'il faut comprendre, pour pouvoir y remédier, pourquoi ces cellules de soutien, donc qui entourent dans le système vestibulaire toutes les cellules sensorielles, vont être incapables de régénérer des cellules de type 2. Je m'arrête cette fois-ci définitivement. Voilà.